un petit retard à l'allumage, on va dire ça comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette visioconférence désertification médicale. Quelle solution innovante pour nos territoires. Cette visioconférence vous est proposée par la mission Écoterre France et Territoires Numériques, préparée par Quentin Melemiestre et puis bien évidemment à la production technique, nos amis des émotionneurs, ils sont là tout près. Merci en tout cas aux inscrits présents dans cette salle virtuelle. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à tout moment. Nos invités sont là. Tout près. La lutte contre les déserts médicaux s'organise alors que près de 12% des Français vivent aujourd'hui dans un désert médical, soit quelques 7 millions de personnes. Si rien n'est fait dans les 5 années à venir, nous serons 27 millions de personnes privées d'un accès aux soins et simplement à un généraliste. À ce propos, la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, veut faire de l'accès aux soins pour tous une priorité de son mandat, notamment en luttant contre les déserts médicaux. État des lieux, retour d'expérience, nouvelles technologies au service de la santé, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui à travers cette visioconférence. Désertification médicale, quelle solution innovante pour nos territoires. Alors avant de rejoindre nos invités en duplex et en plateau, ici même dans les studios des émotionneurs, j'ai le grand plaisir d'accueillir la vice-présidente de la région Grand Est en charge de la santé, la solidarité et la famille, Nadège Hornbeck, qui va lancer, si vous le voulez, cette visioconférence. Nadège, bonjour. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation et votre accueil à l'occasion de cette visioconférence. Alors Nadège, vous allez faire l'ouverture parce qu'après je crois que vous avez un agenda très chargé, donc vous allez nous quitter, mais ce sera pour une prochaine fois. Au niveau des déserts médicaux, quel est votre point de vue? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quel est le bilan également, l'état des lieux de ce qui nous préoccupe aujourd'hui? Alors, la crise sanitaire que nous avons vécue n'a pas seulement mis en lumière les problèmes de notre système de santé face à l'urgence, elle a également fait écho aux problèmes structurels qui met à mal l'offre de soins pour près de 7 millions de Français, vous l'avez dit tout à l'heure, dont nous devons faire face, à savoir la désertification médicale. Au niveau de la région Grand Est, dans tous les cas, nous nous mobilisons sur ce sujet avec une politique volontariste depuis plusieurs années, sous l'impulsion du président Jean Rotner, qui est médecin urgentiste, et donc parfaitement au fait de la situation. Nous pensons que pour remédier aux problèmes de désertification médicale, il faille mettre en place en fait une combinaison d'outils et de dispositifs pour remédier à cette situation, des dispositifs qui entrent en complémentarité les uns avec les autres, mais aussi en complémentarité avec les différents acteurs qui œuvrent en faveur de la santé, que ce soit les acteurs publics ou privés. En tous les cas, le partage d'idées, le fait d'organiser ce type de visioconférence avec les différents acteurs et institutions me paraît fondamental pour pouvoir partager ensemble nos retours d'expérience, l'état des lieux de la situation par rapport à la situation des différents territoires, de pouvoir nous inspirer les uns les autres quant aux politiques qui sont menées et les investissements qui sont faits au sein de nos territoires. Je pense que c'est ensemble que nous allons pouvoir remédier, et en lien avec l'État, bien évidemment, qui en a la compétence régalienne. En tous les cas, la région Grand Est et au nom du président Jean Rotner, nous nous réjouissons de l'organisation de cette visioconférence et de ce temps d'échange qui est fondamental pour pouvoir avancer ensemble sur ce sujet ô combien important qu'est l'accès aux soins et la santé en faveur de nos concitoyens.
Nadège, si vous le permettez, une toute petite question avant de, entre guillemets, vous libérer. La crise sanitaire a mis en avant les nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez qu'elles sont complémentaires à ce que l'on va pouvoir faire sur les territoires, ou est-ce qu'elles sont en opposition, comme certains veulent bien nous le faire croire? Bon, alors moi j'ai un esprit positif. Alors je vais plutôt répondre je vais plutôt avoir une réponse positive. Moi je pense que la médecine innovante et les nouvelles technologies viennent en complémentarité, bien évidemment, et apportent une solution d'ailleurs là où il n'y en a plus. Nous devons développer ces outils d'innovation en santé et le déploiement notamment de la télémédecine au sein des territoires. L'objectif n'est pas de remplacer un médecin, en tout cas pas un vrai médecin, mais bien d'apporter des outils pour les professionnels de santé, leur dégager aussi du temps pour le soin, puisqu'ils sont, nous le savons, très pris par de nombreuses tâches qui n'incombent pas aux soins et qui leur fait perdre aussi un petit peu le sens de leur engagement, en tout cas dans le cadre de leur vocation. Moi, je pense que c'est complémentaire. Ce sont des outils à leur mettre à disposition. Après, il faut bien évidemment expliquer les choses, accompagner les professionnels de santé, accompagner les territoires et les élus locaux pour pouvoir leur mettre donc à disposition ces nombreux outils et cette innovation en santé au service des concitoyens et de leur santé. Madame la vice-présidente, merci. Je sais que vous êtes très très prise, donc encore une fois merci. Et puis bien évidemment, nous suivons de très près la région Grand Est, puisque je le rappelle, Jean Rotner est le vice-président de la mission Écoterre France et Territoires numérique. Alors sans plus attendre, on va rejoindre nos invités. Ils sont là, ils sont impatients, en salle virtuelle aussi et en plateau virtuel aussi, et ici même à mes côtés, au cœur même de Paris, dans les studios des émotionneurs, Patrick Molinoz, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Patrick, ce n'est pas un inconnu de la mission Écoterre aussi, puisque vous êtes, Patrick, également vice-président de la mission Écoterre. C'est tout un grand plaisir pour moi de vous accueillir une nouvelle fois sur notre plateau. Patrick, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend, hein, c'est ça ? Ça marche, Patrick. Vous nous entendez bien ? Parfait. Parfait. Christelle Sanguinède, directrice de projet au département Grand Âge et Santé de la direction des politiques sociales de la Banque des territoires, la Caisse des dépôts et consignations. Christelle, bonjour. Bonjour à tous. Merci à vous. Et enfin, à mes côtés, Bruno Sablière, vous voyez, le public. Le privé, c'est la mission Écoterre, qui est directeur des affaires publiques et du développement chez Medadom, c'est ça ? Tout à fait, Alain. Bonjour. Et merci à vous. Et enfin, en duplex, et on va commencer par lui, le docteur Richard Chemla. Richard, vous êtes adjoint à la santé à la ville de Nice, à l'écologie, au bien-être, et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur en charge de la transition écologique. C'est bien ça, Richard ? Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonjour. Merci à vous d'avoir répondu également à notre invitation. Alors, Richard, si vous le permettez, vous allez donner le ton, en tant que médecin aussi, de cette visioconférence. De manière générale, alors je crois que vous avez aussi des slides à faire visionner, mais de manière générale, docteur Chemla, comment en est-on arrivé là ? Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui sur l'une des préoccupations majeures de nos concitoyennes et concitoyens ? Juste, bon, avant de passer la première diapositive, d'abord je voulais vous remercier d'inviter un vice-président de la métropole, parce que vous savez combien ce dossier est important pour Christian Estrosi. Voilà. La santé voulue dans tout son territoire, qui est un territoire intéressant, puisque ce territoire métropolitain comporte à la fois des grosses villes littorales, Nice, Cannes-sur-Mer, pour ne citer qu'elles, et puis si on remonte un petit peu, parce qu'on a toujours coutume à dire que les Alpes sont aussi maritimes et qu'on a des territoires alpins, on retrouve aussi des villages un peu plus isolés. Donc on a vraiment toute la problématique de la désertification médicale. Je ne suis pas forcément pour justifier mes propos, mais peut-être pour les souligner, dire que j'étais praticien hospitalier d'anesthésie-réanimation du secteur de neuro-réanimation pédiatrique et adulte au CHU de Nice, que j'étais président de la commission de permanence des soins pendant 5 mandatures, et que j'étais
médecin de campagne aux Arcs-sur-Argens pendant 4 ans, sur les week-ends, à l'époque où le SAMU démarrait. Donc je vais vous présenter un petit peu plus, si vous voulez, aussi un avis de terrain qui est discutable, qui est discuté, qui représente qu'une facette de cette désertification à mon avis, et qui le but est d'ouvrir la discussion et peut-être de souligner des points qu'on n'aurait pas peut-être mis en avant. Voilà. Alors sur la première diapositive, si vous voulez, vous voyez comment on en est arrivé là. Alors, je ne sais pas si elle est nette, moi elle n'est pas très nette. Comment on en est arrivé là? On a démarré un numerus clausus. Il faut savoir voilà, que ce numerus clausus qui a été installé en 1971, pourquoi il a été installé? Alors au départ, il n'a pas été installé forcément parce qu'il y avait beaucoup de médecins, mais parce qu'il y avait beaucoup de stagiaires et beaucoup d'internes dans les centres hospitaliers, et que on sait tous ce que c'est qu'un stagiaire, il fallait le traîner. Je fais exprès que c'était pas évident. Et aujourd'hui, on est à Nice-Côte d'Azur, par exemple dans NCA, on n'avait plus qu'une centaine de places qui étaient installées. Et si on va encore plus loin, si vous voulez, la sélection de ce numerus clausus, elle était faite pas sur de la physique, de la chimie, moi je l'ai connu, des mathématiques, des statistiques, où vous voyez que ce sont des notions d'empathie, de médecine, de philosophie, d'études économiques sociales. Je ne dis pas que ça formait des mauvais médecins. J'avais un patron très très bon chirurgien qui disait quel que soit l'examen qu'on va passer, les meilleurs passeront de toute façon. Mais la sélection, à l'intérieur de la sélection, ne faisait pas forcément avec des personnes, si vous voulez, qui avaient une vocation. J'ai entendu parler de toute façon de vocation et d'engagement, et on retrouve aujourd'hui des personnes dont la technologie peut primer. C'est un des facteurs, c'est pas le seul, mais c'est un des facteurs. On a aussi donc un attrait technologique qui fait que c'est pas évident d'être médecin généraliste. On a de plus en plus de personnes qui partent à la retraite, et le facteur d'épanouissement par contre de ceux qui arrivent est plus important. La vie privée, la vie familiale. Je l'ai noté. Aujourd'hui, on a quand même 41% des Français, vous l'avez dit, qui renoncent aux consultations, c'est-à-dire un Français sur 10. C'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP en mars 2022. On voit que et Nice est touché, ne croyez pas. Alors on dit 5e ville de France avec, et c'est ça qui est intéressant, avec une faculté de médecine et des médecins qui sortent. Eh bien, il nous manque 20%. Tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux critères que je voudrais garder, en tout cas, je répète avec toute humilité et ma façon de voir les choses. 1, la sélection sur ces critères-là n'est pas bonne. 2, le numerus clausus n'avait pas de raison d'être, et il faut le reconnaître, c'est une erreur. Je ne dirai pas pour qui, puisque j'ai un droit de réserve. Il faut comprendre aussi que sur l'autre volet, et sur la diapo 2, on le voit bien, il y a 30% du temps des consultations qui sont faits à remplir des papiers. Donc on voit que là aussi, les solutions commencent à apparaître. Il y a une attente énorme de concitoyens. Vous avez dit tout à l'heure, 7 millions de personnes qui sont sans médecin traitant. Vous imaginez quand même dans le territoire français, où on se considère comme un des meilleurs territoires européens, on a une baisse de 1% par an des généralistes. On a des disparités énormes. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ne serait-ce que pour vous montrer ici, on se retrouve à Paris avec 798 médecins pour 100 000 habitants. Mais j'insiste, c'est important d'interpréter les chiffres. Ça ne veut pas dire qu'à Paris on n'attend pas pour avoir une consultation en ophtalmo ou au dermato. Ça ne veut pas dire que à Nice, par exemple, on n'attend pas. Donc on voit qu'il faut les étudier avec toute la mesure que représentent les chiffres. Autre diapositive. Alors voilà, pour comprendre, moi, ce qui m'a gardé, c'est qu'on a en fait toute une série, c'est pour ça que c'est compliqué, qu'il faut être humble et modeste. On a toute une série de facteurs qui sont plus ou moins importants, qui sont venus enclencher cette désertification. Il faut reconnaître dont on n'a pas noté l'intensification, l'intensité. Les gardes et astreintes. Moi, quand j'ai démarré ma médecine, on était de garde un dimanche sur 2. Aujourd'hui, c'est difficile. Si on associe à ça un facteur de féminisation, on a à peu près 38%, en tout cas en PACA, qui sont des médecins qui sont des femmes, donc avec une volonté très importante, et je ne veux pas paraître pour un macho, mais une volonté importante de s'occuper de sa famille, de ses enfants, un mode de vie qui change. On regardait aujourd'hui les premiers à l'internat, ils choisissaient chirurgie. Aujourd'hui, les premiers à l'internat, ils choisissent ophtalmo, dermato, donc ils ont besoin d'un calme. Les moyens diagnostiques et la responsabilité diagnostique que j'associe en deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande, et on verra que c'est pour moi en tout cas une des solutions, on demande d'avoir des examens complémentaires pour aboutir au résultat, alors qu'on était toujours on dit toujours que la médecine est un art et qu'on a une volonté de diagnostic qui est importante et pas forcément de traitement. Donc on voit l'importance, même sur le plan médico-légal, c'est l'ancien expert qui parle.
la secrétariat et la gestion aussi, qui sont des choses importantes, et on l'a dit, qui prennent 30% du temps, et puis l'isolement intellectuel. Et j'ai pas mis l'isolement, vous voyez, médical, l'isolement intellectuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes médecins ont besoin d'une vie aussi riche, personnelle, avec donc un environnement, si vous voulez, intellectuel qui soit important. Vous avez pratiquement donc déjà les réponses à la désertification et les solutions possibles. La diapo suivante. Alors les solutions, dans notre cadre de notre métropole, c'est bien sûr être à l'écoute de ces médecins, leur apporter d'une aide, des soutiens, créer des maisons de santé, apporter, si vous voulez, tout ce complément, c'est-à-dire un secrétariat, leur permettre de se regrouper au sein donc des maisons, c'est-à-dire par contre de diminuer leur temps de garde, de pouvoir discuter aussi avec leurs collègues. C'est très important cet isolement. Il faut le voir que dès qu'on quitte le CHU, c'est un facteur important de se retrouver tout seul. Alors là aussi, ça peut faire discuter, mais j'ai fait exprès, il faut qu'on en discute. Peut-être qu'il faut récupérer les agences régionales de santé au sein des territoires métropolitains. Quelle différence il y a entre, on pourrait dire auquel point commun il y a entre la grosse ville de Marseille et la petite ville de Cannes-sur-Mer, de Nice, pour pouvoir gérer différemment. Il y a des spécificités locales et nous en avons, nous métropole, repenser les moyens de sélection. Et oui, ça je le crois. Il n'y a pas que la sélection, mais il faudrait peut-être choisir. On a beaucoup, tous les ans, on voit des candidats qui sont laissés sur le chemin, qui feraient de très bons médecins. Parce que je ne dis pas encore une fois que le numerus clausus a fait de médecins qui ne réfléchissent pas, ils réfléchissent, mais on a peut-être besoin aussi de ce médecin de l'époque, je ne voudrais pas dire ancien, mais qui est capable de comprendre un petit peu d'autres critères, d'autres façons d'aborder le terrain. Diapo suivante. Et c'est un complément, c'est-à-dire qu'on pourrait à ce moment-là avoir les deux. Alors, la grande question, c'est ce qu'on intègre dans le cursus, bien sûr, une année obligatoire de zones sous-dotées. C'est une des propositions qui a été faite par un syndicat. Moi, je crois qu'il y a une étude qui a montré aussi que lorsqu'on impose, la plupart des Français sont favorables, 60%. On impose les dernières années à un médecin d'aller s'installer dans un territoire désert. Il faut savoir que dans les 3 ans qui viennent, il va quitter ce territoire. Donc on voit que c'est reculé pour mieux sauter. Par contre, si on crée réellement une filière reconnue, moi je l'ai vécu et mal vécu, de médecins généralistes, médecins de campagne, médecins d'agglomération, si on associe un point hôpital avec une ville et un stage interné où les passerelles sont faciles, si on oblige, j'insiste sur ce terme, un professeur qui est toujours enfermé, certains en tout cas, il faut jamais généraliser, enfermé dans sa tour d'ivoire, l'obliger à aller, ce que j'appelle en campagne, à aller dans des villes, rencontrer un médecin généraliste une fois par mois. Et oui, une fois par mois, pour avoir une consultation d'ophtalmo, une consultation de dermato, une consultation de cardiologie où il va rencontrer ce généraliste. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce généraliste, il va avoir son entrée au CHU, au grand CHU. Il va pas être comme un chien dans un jeu de quilles. Il va pas être comme un éléphant dans un... Et c'est du vécu dans un magasin de porcelaine où le généraliste est laissé sur le côté. Oui, attendez, où on va vous prendre au téléphone. Il y a vraiment un lien. Et on voit là l'importance aussi. Ça veut dire qu'on va pas traiter le problème de la désertification qu'en réglant le problème, à mon avis, j'insiste tout le long sur l'humilité, de régler le problème de la désertification des petites villes et des campagnes. On va régler le problème si on développe aussi ce problème d'un autre CHU à l'écoute de l'ensemble du territoire, de sortir un petit peu des gens qui sont, je dis c'est pas une généralité, mais c'est pour la plupart, qui ne se rendent pas compte de la difficulté d'être généraliste et d'avoir besoin d'examens complémentaires, par exemple, très rapidement, avoir une filière où on frappe à la porte, où on connaît le collègue professeur ou le collègue chef de service. Diapo suivante. C'est très important. Ce côté d'isolement est très très important. Alors tout est possible parce que je pense que déjà d'abord en 2030-2035 les effets de numerus clausus vont disparaître. Mais attention, ne croyons pas que les effets du numerus clausus ça veut dire beaucoup plus de généralistes. Si on continue à magnifier le scanner, le total body, le numérique, on en a parlé, le numérique n'est pas forcément aussi la solution. Il faut qu'il y ait une vraie politique de reconstruction. Et ce que je dis là, peut-être vrai aussi, j'allais dire, il faut être simple et transversal. Il est vrai pour le boulanger, c'est vrai pour l'école. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des grosses villes isolées? On verra qu'à la fin, c'est tout le contraire que nous demande le changement climatique, parce qu'il faut l'évoquer même ici. Une reconstruction donc de la formation, vous l'avez compris, en vraiment développant ce qu'on appelait à l'époque des humanités. Créer des passerelles extrêmement solides hôpital-ville-campagne, c'est-à-dire que notre médecin général, lorsqu'il rentre à l'hôpital, au CHU, il a même sa place de parking. Imaginez un médecin qui arrive, qui va tourner 3/4 d'heure, et ce que je vous dis, c'est du vécu 3/4 d'heure dans l'hôpital avant d'aller voir son patient ou d'aller discuter un dossier. Mais vous imaginez ce qu'on peut le faire. Bien sûr, des aides matérielles à l'installation, c'est ce que fait chez nous, la métropole, un secrétariat, une comptabilité, une revitalisation, parce que ça passe par là, forte des actes de généralistes. Il faut en avoir le courage et la prise en compte d'une
vie privée évolutive, ça veut dire de créer des maisons qui permettent d'avoir des tableaux de garde, des tableaux d'astreinte qui facilitent cette vie et encore une fois, qui permettent aussi la discussion. Voilà, ce qui est important, si vous voulez, ce que je voulais vous présenter d'une façon très simple et schématique et très critiquable, très en tout cas discutable, mais qui est du vécu, puisque je vous dis, moi je suis passé de médecin de campagne à praticien hospitalier et responsable d'une COP, donc ces notions, pour moi, elles sont évidentes. N'oublions pas que 75% des maladies sont dues à notre environnement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des maladies dues, si vous voulez vraiment, qui nécessitent un médecin, mais qui pourraient, et j'insiste sur cette passerelle de santé environnementale, vous voyez où ça nous amène, qui pourraient être évitées si on modifiait notre environnement. Et là, on rentre dans peut-être un autre débat que vous réaliserez sur la santé unique, qui est importante. Et vous voyez où nous amène cette désertification, on voit que c'est un tout. Diapo suivante. Voilà, je crois que... Alors, c'était peut-être la dernière. Non, j'allais dire, bien sûr, il faut penser à ce serment d'Hippocrate. Qui est-ce qui sait encore le relire? C'est important de rester collé, moi, je crois, pour ces patients, à relire ce serment et à ne pas tous rentrer. Vous savez, je vais vous faire sourire. J'ai dernièrement eu un accident et la première chose qu'on m'a fait, c'est un total body, c'est un scanner de la tête aux pieds. Personne ne m'a mis la main sur le ventre. Je vous dirai pas dans quel service. Dernière diapo. Et je crois que là, c'est vraiment la dernière. Et il faut y penser à la désertification médicale. Il faut aussi que dans nos actes, on enseigne un petit peu cette santé environnementale qui permet de regrouper, d'aller vers le terrain, d'aller vers le village, d'aller vers la ville. Il a été prouvé aussi que c'est dans le recrutement, que si on recrute des jeunes étudiants, regardez comment on le fait pas, des jeunes étudiants dont les pères et la mère sont paysans, dont le frère travaille dans un village, le jeune médecin va retourner à ce moment-là d'une façon plus durable au village. Mais combien de jeunes étudiants on recrute qui sont issus de petites villes ou de petits villages? Vous voyez qu'on a toute une notion dès la base à reconstruire, et c'est dans cette façon-là de voir les choses, et pas uniquement, vous l'avez vu, vous l'avez compris, j'espère, j'ai insisté, que médecin de ville, mais en bousculant aussi notre CHU, en bousculant certaines institutions, en ayant cette volonté politique qu'on arrivera, j'allais dire, c'est la moindre des choses, à soigner tous nos Français qui vont de plus en plus vieillir d'une part, et d'autre part, qui seront de plus atteints par les maladies environnementales. Donc on a tout intérêt, en fait, vous voyez, à dès maintenant, bloquer cette désertification et ne pas attendre, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'il faut regarder un regard très optimiste, dès 2030 ou 2035, où les effets de cette erreur énorme, monumentale du numerus clausus n'auront plus à apparaître. Je vous remercie de m'avoir permis de présenter une façon de voir, une facette de ce diamant de la désertification. Alors, docteur Chamla, vous restez avec nous, rassurez-moi. Vous restez avec nous. On va y revenir, et notamment sur le numérique. Changement radical de mentalité, en amont, restructuration de notre système et bien d'autres arguments que vous venez de développer avec talent. Merci, docteur. Alors, de Nice, métropole, on fait un petit bond, même un grand bond sur une autre région magnifique que nous adorons bien évidemment à la mission Écotère, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Patrick Molinoz, est-ce que vous avez, vous aussi, bien évidemment, certainement la même problématique que la métropole de Nice, Côte d'Azur? Vous êtes confronté notamment à l'accessibilité aux soins avec une population vieillissante. C'est ça, Patrick? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Un rebond rapide et évidemment... comme la plupart des régions françaises, nous vivons une démographie médicale. Je ne sais pas pourquoi il y a de l'écho. Est-ce que vous entendez de l'écho ou pas? Non, ça va. D'accord, donc il n'y a que moi qui entends l'écho, c'est moins gênant. La question de la désertification médicale, elle se pose à peu près partout en France, pas simplement dans les territoires ruraux, elle est réelle aussi en zone urbaine. J'ai, il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi, contribué à un rapport du Conseil économique et social environnemental sur la désertification médicale, dont les diagnostics restent complètement d'actualité, même si les conclusions étaient globalement tristement toujours dans la même direction. J'ai beaucoup apprécié les propos du docteur Chemla, pour partie en tout cas, notamment sur la nécessité d'aborder le sujet en humilité et simplicité, mais aussi parce qu'il ose
même s'il ne le met pas en premier sujet, évoquer la question de la contrainte à l'installation. Pour ma part, je pense qu'il n'y a plus d'autre solution. C'est trop tard maintenant. Beaucoup de professions éminemment respectables avec des gens qui ont fait des études très longues n'ont pas une liberté totale d'installation et répondent à des règles, y compris dans le domaine médical. C'est le cas des pharmaciens. Nous ne pouvons plus accepter que des professionnels de santé s'installent dans des zones où il y a déjà beaucoup, pas trop, mais beaucoup de médecins, alors que dans de nombreux territoires, ça devient impossible de se faire soigner. Donc on ne s'en sortira pas, je suis désolé, il n'y a pas de politique suffisamment courageux dans ce pays depuis 20 ans pour aborder de front ce sujet. Heureusement, des médecins commencent à en parler. Parfois, l'ordre national, ça lui est déjà arrivé, n'a pas rejeté complètement le sujet. Je vais vous donner un exemple concret sur une spécialité, un dentiste. Dans ma commune, il reste un dentiste qui a bientôt 80 ans, qui continue d'exercer un peu par, sans doute le serment d'Hippocrate, il le connaît par cœur. Il est amené à accepter, c'est un des seuls dans la région, des patients en urgence qui souffrent de rage de dents affreuses, qui viennent de 50 kilomètres. Et c'est un exemple, mais nous en avons tous des dizaines. Donc il y a la désertification médicale dans les territoires ruraux, il y a la désertification médicale dans les quartiers, dans les zones urbaines, parfois dites un peu sensibles, et nous laissons une partie considérable de la population sans soins, ou du coup mal soignée, ou en défaut de prévention. Et on sait bien que la prévention est essentielle à la non-aggravation de la situation de santé des Français et des Françaises. Je pense que quand le docteur évoquait la dimension environnementale, en disant que 75% des maladies trouvent une origine environnementale, il parlait de l'environnement au sens premier du terme, mais il y a aussi l'environnement de vie, la qualité alimentaire, le fait d'être dans une zone polluée, enfin voilà, c'est tout ce contexte-là, et très souvent, les inconvénients se cumulent les uns aux autres. Et même si je sais, vous m'avez demandé d'intervenir, et je vais le faire immédiatement sur le numérique en santé, je pense malheureusement qu'on est en train de trouver, on est en train d'atteindre le bout du bout. J'ai également beaucoup apprécié sa remarque sur la nécessité de créer des liens avec les CHU, avec les hôpitaux publics, parce que il faut donner envie aux professionnels de partager sur des choses. Le professionnel de santé qui fait le même acte, de dire ça comme ça, mais le même acte répétitif et quelque part simple tous les jours, ça vaut pour le chirurgien comme pour le généraliste. Le chirurgien qui ne fait que des appendicites du matin au soir toute sa vie, ça finit par devenir l'usine, et l'intérêt d'exercer empathie. Donc que le médecin spécialiste ou généraliste de ville soit en lien avec le CHU, avec ses collègues, qu'il y ait des échanges, est sans doute essentiel. Mais toutes les incitations ont été essayées, toutes, y compris financières. Vous savez que dans les ZRR, dans les zones de revitalisation rurale, les professionnels de santé et généralistes qui s'installent pour la première fois sont exonérés d'impôt sur le revenu à 100% pendant 5 ans. Et de manière dégressive jusqu'à la 8e année. Il n'y a pas une profession en France qui bénéficie de ça. Donc, toutes les incitations ont été amenées. Les aides lorsqu'on prescrit tel type de médicament, les aides à l'installation, les aides à l'équipement informatique. Les actes, c'est pas simplement ce que paye la sécurité sociale en l'occurrence dans le prix de la consultation. Donc toutes les incitations ont été essayées. Les maisons de santé se sont démultipliées et elles sont une bonne chose. Mais malheureusement, on voit bien que ça ne suffit pas pour rattraper le retard. Évidemment, le numerus clausus nous a amenés dans cette situation, mais je ne pense pas qu'on puisse attendre encore 5 à 8 ans pour voir les effets concrets de la fin du numerus clausus se réaliser. Et de toute façon, les territoires attractifs resteront attractifs, et les territoires qui ne le sont pas, malheureusement, risquent de le demeurer. Donc, il va falloir réfléchir à quelque chose. Alors, moi, je suis plutôt partisan de carottes et bâtons. Je dis pas qu'il faut faire ça de manière violente, mais il va falloir sortir du modèle de la liberté absolue d'installation. Alors, en BFC, vous voulez peut-être que je parle de numérique? Pardon.
Alors, si vous le permettez, Patrick, on reviendra avec vous dans quelques minutes sur le numérique, parce qu'il se passe beaucoup de choses, notamment dans votre région, hein, en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai le plaisir d'accueillir Christelle Sanguinède. Vous êtes directrice, madame, de projet au département Grand Âge et Santé de la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ma première question est quel rôle pour la Caisse des dépôts et consignations dans l'écosystème de santé? Parce qu'il est important aussi d'impliquer votre démarche. Alors nous, dans le système de santé, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la caisse de dépôt, c'est déjà un groupe. C'est-à-dire qu'il y a la caisse des dépôts que tout le monde connaît, et puis on a également un certain nombre de partenaires et de filiales, ce qui fait qu'on a une zone d'action assez large, puisqu'on va du financement avec des services très opérationnels. Si je devais résumer notre rôle dans l'écosystème et en miroir avec les deux interventions précédentes, je dirais qu'on est un accélérateur d'idées et un accélérateur de projets. On est très implanté dans les territoires puisqu'on a 36 implantations au travers de nos directions régionales. On est également partenaire de premier plan d'un certain nombre de dispositifs nationaux avec les villes moyennes, Action Cœur de Ville, les petites villes de demain, qui couvrent également les centres-bourgs. Et puis également, on vient de signer une nouvelle convention avec l'ANRU où on a largement impliquer les sujets de la santé dans les axes de travail, notamment parce que les déserts médicaux effectivement ne sont pas que ruraux, et on a la conviction que le désert médical ne peut pas se résoudre simplement avec le sujet du numérique, etc., mais que le facteur humain est extrêmement important et que l'implantation territoriale compte énormément. Donc nous, voilà, dans l'écosystème, on est capable de mettre en relation des acteurs, on est capable de mobiliser les partenariats qu'on a, on est capable de capitaliser sur les projets qu'on voit d'une région à l'autre, en ayant toujours en tête que chaque situation est particulière. J'ai tendance à dire que le sujet du désert médical, c'est un sujet complexe, et que comme tout sujet complexe, il doit mobiliser des acteurs complémentaires. Il faut faire preuve d'agilité et de beaucoup de créativité. Christelle, quels sont vos outils d'intervention de manière concrète ? Alors, au niveau de l'établissement public, et puis je parlerai des filiales ensuite, au niveau de l'établissement public, on est, en complément des autres financeurs, on a une capacité d'ingénierie territoriale vraiment renforcée depuis la crise. Et cette stratégie territoriale est à disposition aussi bien des acteurs locaux, collectivités, etc., que des acteurs du système de santé. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous, que de ne pas soutenir en ingénierie que les collectivités, et avec un champ d'action là extrêmement large, toujours en complémentarité des acteurs qui sont déjà mobilisés. Ça peut aider à établir une stratégie territoriale. J'ai un souci de désir médical, je me pose des questions sur comment organiser l'offre de soins entre l'hôpital et la médecine de ville. Ça peut être également des études plus orientées vers la soutenabilité financière. J'ai quelque chose, j'ai une idée, comment est-ce que je peux faire qu'elle soit autoportante dans quelques années sans tout le temps recourir aux subventions. Ça peut être également une mise en relation au travers de ces études d'ingénierie. On a par exemple des collectivités qui nous sollicitent en disant j'ai fait une expérimentation sous un mode associatif, ça prend une ampleur telle que je sais plus quel outil mobiliser, et là on est vraiment dans l'intelligence collective. Donc ça, on a pour moi la connaissance du territoire et la définition de la stratégie du territoire, elle est indispensable et elle ne peut être que collective. Ensuite, on a des moyens financiers plus classiques, puisqu'on dit souvent qu'on est le bras financier de l'État. On fait bien évidemment des prêts aux collectivités locales, au secteur associatif, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nos prêts ont des caractéristiques que les autres financeurs n'ont pas en termes de durée notamment. On investit. Alors traditionnellement, on investit beaucoup dans les murs, notamment via les maisons de santé. On investit depuis plusieurs années également dans la santé numérique, puisqu'au niveau du groupe, c'est-à-dire que quand je parle du groupe, ça inclut BPI-France et La Poste. On a 30 entreprises, sachant qu'en France, on pense qu'il y en a à peu près 200.
Donc on est un acteur majeur de la santé numérique. Et puis on soutient notamment au travers du programme d'investissement d'avenir des expérimentations. Et on suit notamment avec beaucoup d'intérêt ce qui se fait dans le projet IMeuse, donc qui couvre la Meuse, la Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle. Donc on soutient les expérimentations, on échange, on aide également à l'évaluation, parce que qui dit expérimentation dit retour d'expérience nécessaire. Et puis on est également partenaire d'un certain nombre d'associations. Là encore, on pense qu'il faut être complémentaire. Tout à l'heure, je vous parlerai ou maintenant de la santé numérique. On investit aussi bien dans des entreprises de télémédecine, de téléconsultation, que des entreprises qui sont plus liées au métier du care, du soin, de l'accompagnement. Ce qu'on constate, c'est que le numérique ne peut pas résoudre un problème humain à 100%. C'est-à-dire que d'abord, il y a un travail de conviction à faire en amont, et ça a déjà été dit. Certains médecins sont pour, certains médecins sont un peu moins convaincus, certaines collectivités portent, certaines ne portent pas. Il y a un fort besoin d'accompagnement. Là encore, pour en amont et en cours de déploiement. Et ce qu'il faut également se dire, c'est que le numérique répond à un certain nombre de publics, mais les plus vulnérables n'ont pas nécessairement accès au numérique. Et là encore, se poser la question de la désertification médicale, l'intervenant tout à l'heure parlait de transition énergétique, mais il y a également un sujet de cohésion sociale dans les déserts médicaux, et le numérique est un moyen, mais ça n'est qu'un moyen parmi d'autres. Et là encore, tous les outils de réflexion qu'on met à disposition permettent de mettre chaque solution au bon endroit. La réponse au désert médical, pour moi, c'est un Lego. Ça peut pas être une solution unique. Christelle, une question. Quand vous parlez de partenariat, d'accompagnement et tout, vous parliez de numérique, de télémédecine, de e-santé. Vous vous associez aux acteurs privés aussi, ou uniquement au public ? Alors, on fait les deux, puisque ça, c'est une des grandes particularités de la Caisse des dépôts, c'est notre mixité. Quand on investit, c'est dans des entreprises. Donc là, on est, on va dire, plutôt du côté du privé. J'indique que la liste et les métiers des entreprises dans lesquelles on investit est disponible sur notre site institutionnel. Il suffit de taper annuaire santé, vous avez l'ensemble des entreprises. Donc là, on est vraiment, on va dire, aux côtés du privé, dans un investissement dans une entreprise qu'on cherche à développer, dans laquelle on croit. Et puis on est également aux côtés du public, notamment parce qu'on développe des partenariats avec les ARS. On échange avec des acteurs qui étaient dans notre paysage, mais avec un nombre de sujets communs beaucoup plus restreint. On échange par exemple avec la Fédération des hôpitaux de France. On travaille avec toutes les associations de soins. Et puis on a développé depuis plusieurs années, et on y croit très très fort, un partenariat avec les villes OMS santé, pour avoir une approche de la santé beaucoup plus englobante, et ça rejoint le sujet de de l'environnement, etc. Puisque pour l'OMS, la santé, c'est un bien-être total, physique, moral et social. Donc ça nous permet d'embarquer énormément de sujets d'intervention. Par exemple, je sais que notre direction régionale dans les Hauts-de-France a travaillé le lien entre la santé, la qualité de l'air à Dunkerque. On travaille également en lien avec des associations d'élus qui se posent la question. Donc, vous voyez, on est privé, public, parapublic, associatif. Là encore, ça rejoint le sujet de la complémentarité des approches. Le désert médical, il y a les soignants, il y a les personnes qui habitent ce territoire, il y a les personnes qui y vivent, et puis il y a tout le paramédical aussi, qui a une force d'accompagnement très très forte, et qui n'est pas que dans le soin. Dans le désert médical, le meilleur moyen de ne pas être trop malade, c'est le sujet de la prévention. Je tiens juste à souligner que les maladies chroniques, ça touche quand même 20 millions de personnes en France, et que dans les déserts médicaux, il peut y avoir une prévalence un peu plus forte, notamment parce que là encore, c'est des personnes plus vulnérables, et qu'il faut se poser la question de l'accès aux soins quand on est
en crise aiguë, mais il faut avoir également en tête le sujet de la prévention et puis du suivi dans la durée. Et là encore, c'est des réflexions qu'on pousse on va dire nos partenaires et nos clients à se poser pour avoir une réponse la plus globale et la plus durable possible. Merci Christelle. Alors, avant d'en arriver en plateau ici avec Bruno Sablière qui est là, qui attend bien sagement, on va parler du privé aussi. Est-ce que Patrick Molinos est toujours avec nous? Patrick, oui, Patrick, voilà, vous êtes là. Patrick, on l'a bien compris, les défis sont majeurs, ils sont politiques, ils sont avec une volonté aussi de bousculer les choses, comme l'évoquait le docteur Chemla et vous-même. À cet effet, quel est le cadre d'intervention de la région en matière de e-santé ? Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure n'était pas la position de la région, c'était ma position à moi, d'élu local, de maire depuis 20 ans, et quelqu'un qui a travaillé sur la question de la désertification médicale. Maintenant, toutes les collectivités, alors chacune à sa manière, mais les grandes collectivités sont préoccupées de ce sujet de la désertification médicale et de l'accompagnement du secteur. En Bourgogne-Franche-Comté, on est particulièrement actif dans le domaine numérique, non pas parce qu'on pense que le numérique va remplacer les professionnels de soins, évidemment, ni qu'il va régler la question de la démographie médicale, mais comme cela a été dit, c'est un moyen à la fois de faire des choses qu'on faisait déjà, mais différemment, à distance, et de faire de nouvelles choses. Et des choses qu'on ne savait pas faire et qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Donc, on a une feuille de route e-santé, une feuille de route santé de la région, qui a deux objectifs: répondre à la problématique de proximité et répondre à la problématique de prévention. Ça s'inscrit en cohérence avec notre stratégie régionale du numérique, et on travaille sur toute une série de domaines, on cofinance toute une série de choses, mais je suis pas là pour faire l'article sur l'utilisation des fonds de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais plutôt pour vous exposer 2 ou 3 exemples concrets de l'utilisation, je crois, intelligente du numérique pour améliorer la prise en charge, le soin, l'accès à une spécialité forcément éloignée, ou à une consultation plus générale éloignée. Nous avons deux sujets majeurs: le soutien à la télémédecine d'abord. Alors, je partage pleinement ce qui a été dit. Il y a un sujet avec le numérique qui est que nous ne sommes pas égaux face au numérique, pour plein de raisons. D'abord, le très haut débit n'est pas partout, et on a besoin de très haut débit pour faire correctement de la télémédecine ou du télésoin. Ensuite, on n'a pas tous le même niveau de confiance, de maîtrise des outils. Donc on ne peut pas dire, sous prétexte qu'on mettrait en place un outil parfaitement opérationnel, tous les patients et tous les citoyens vont se retrouver égaux face à cet outil. Il faut vraiment mettre ça en préalable, parce que montrer l'excellence d'un outil ne garantit pas que cet outil soit utilisé excellemment par chacun. Pour autant, on ne doit pas baisser les bras et ne pas faire au motif qu'on ne toucherait pas tout le monde immédiatement. Donc en matière de télémédecine et de e-santé, nous appuyons en lien avec l'ARS le déploiement d'outils. On a 250 sites déployés sur la région à ce stade, dans 3 axes: les EHPAD, de la téléconsultation web et des équipements de type électrocardiogramme, en libéral, avec généraliste, mais aussi dermatologie, cardiologie, et au niveau d'un outil très pointu qu'on a mis en place en lien avec le CHU sur du télé-AVC. Voilà. Ce sont 3 domaines particulièrement importants. Je reprends mes notes, vous permettrez, pour ne pas omettre quoi que ce soit. On travaille télémédecine et télésoins. Alors on distingue la télémédecine du télésoin, j'imagine, pour voilà, télémédecine, c'est les médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes, télésoins, paramédical ou pharmacien. Bon, à la fin, tout ça finira par s'équilibrer. Nous avons notamment déployé un outil assez exceptionnel et pionnier, je crois, en France, pour la prise en charge des AVC et des urgences neurologiques. Nous avons 3
centres hospitaliers importants qui sont capables de prendre en charge au niveau le plus élevé un patient souffrant. C'est Besançon, Dijon et Chalon-sur-Saône. Mais évidemment, lorsque le patient a son accident à Nevers ou dans la campagne où je réside, il n'a pas la capacité, on n'envoie pas systématiquement les plus gros moyens d'urgence, hélicoptères ou autres, les chercher. Et donc, entre le CHU de Dijon, Besançon, Chalon et 25 centres de proximité, on a mis en place des outils qui permettent aux spécialistes situés au centre de décider si la personne peut être traitée localement ou si la gravité de la situation impose de l'amener jusqu'au CHU, qui est le seul qui dispose des équipements étant nécessité par la gravité de la situation. Parce que parfois, ça n'a pas d'utilité de transporter quelqu'un sur 100 km en hélicoptère, alors qu'on sait le prendre en charge dans l'hôpital de proximité. Mais le diagnostic pour dire on le met à l'hôpital où on envoie l'hélicoptère tout de suite, il faut le faire très vite. Et cet outil est par exemple extrêmement performant et d'une très grande utilité. Et avec ou sans désertification médicale, de toute façon, c'est un plus parce que nous n'aurions, quand bien même on aurait pléthore de médecins dans toutes les spécialités, nous n'aurons jamais 10 000 spécialistes de la pathologie extrême qui n'est traitée que par, ou comprise, ou complètement parfaitement analysée que par quelques professionnels en France. Donc c'est un moyen de partager le plus haut niveau d'expertise des professionnels de soins au bénéfice du plus grand nombre de patients. Deuxième exemple, si j'ai le temps. Oui, allez-y, Patrick, allez-y. Un cofinancement d'une plateforme dite ITIX, e-territoire innovant coordonné en santé sociale. Bon, je vous prie d'excuser les acronymes. L'idée, c'est d'améliorer la coordination des prises en charge pour faire face aux défis du vieillissement. Tous les acteurs du champ sanitaire, social et médico-social de la région sont associés, et l'idée c'est d'avoir une plateforme de e-parcours, enfin parcours numérique, un dossier de coordination partagé entre les professionnels de santé, du médecin traitant au pharmacien, les acteurs du médico-social et du social, pour leur donner une vision commune en temps réel de la situation du patient pour arriver à un plan personnalisé de santé. C'est complémentaire de ce qui était le DMP, qui maintenant est le nouvel outil national de dossier médical partagé. Tout ça, c'est évidemment beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, beaucoup de recherche. Autre exemple, le soignant augmenté, entre guillemets, porté par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, avec une utilisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en réalité d'algorithmes capables de calculer très vite, et pour faire ressortir un certain nombre d'éléments, la collecte massive de données par des dispositifs médicaux connectés et valorisés par des outils d'intelligence artificielle améliore le parcours de soins et la gestion de la performance hospitalière. J'étais dans le cadre d'un programme européen il y a 2 semaines en Irlande, où nous avons visité un centre où par l'exploitation de données massives, et ça les professionnels le savent, on peut travailler à une meilleure isolation de pathologie ou compréhension de pourquoi telle pathologie se développe chez tel type de patient ayant telle spécificité chromosomique ou génétique par exemple. On peut donc mieux prédire les situations et les évolutions. Ce sont des outils, alors ça résout pas la désertification médicale, encore une fois, mais ça améliore la prise en charge, ça peut se faire à distance, et du coup ça contribue aussi à la prévention, dont je rappelais qu'elle est un élément évidemment essentiel dans la prise en charge du citoyen dans sa santé. Je termine en disant que nous sommes très actifs aussi sur la région. Dijon a accueilli un colloque la semaine dernière sur l'intelligence artificielle IA4Care. Et nous avons avec le CHU un projet dit Réadaptique, un bâtiment intelligent pour améliorer les soins de suite et de réadaptation. La technologie, c'est un outil, un moyen
afin d'améliorer. Alors ça peut rapprocher, évidemment, ça permet la téléconsultation, mais ça permet aussi de mieux diagnostiquer et d'apporter, je pense, un niveau de soins amélioré par rapport au système d'antan. La nouvelle technologie en complémentarité du côté humain, de la restructuration certainement de tout ce bien sûr, ça n'est qu'un outil. Hein. C'est le stéthoscope hier, l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faudra toujours l'intelligence du praticien. Et ce que disait le docteur, et j'arrête, sur le fait qu'il ait pu être... qu'on n'ait pas posé la main sur lui, qu'on ne pose pas la main sur le patient, hein, on ne pourra pas tout faire qu'avec des machines. Il faut heureusement que l'homme, dans son expertise, intervienne. Un moyen, mais pas une fin en soi. On prendra l'avis du docteur Chemla dans quelques minutes, mais auparavant, j'ai le plaisir d'avoir en plateau Bruno Sablière. On parlait des télécabines, notamment, vous êtes directeur des affaires publiques et développement chez Medadom. Alors Medadom, c'est quoi exactement? Medadom, médecin, c'est quoi? Alors, c'est médecin à domicile. Parce qu'au départ, l'objectif de la société, c'était de pouvoir travailler justement sur l'évolution des soins à domicile. Mais Medadom, finalement, qui c'est un acteur de télémédecine français qui fait de la téléconsultation. Et là, j'ai entendu beaucoup de choses, justement, qui proposent de mettre de l'humain sur le territoire. Et finalement, c'est quoi l'humain sur le territoire? C'est du temps médical, c'est des médecins généralistes. Donc voilà, c'est vrai qu'on fait des bornes et des cabines de téléconsultation, mais ce que l'on propose, c'est de rendre du temps aux médecins et de proposer ce temps de médecins généralistes et urgentistes sur les territoires via une solution logicielle et via ces bornes et ces cabines de téléconsultation qui sont dans 2000 endroits sur le territoire aujourd'hui. Alors, vous avez des slides Alors il y a des slides, mais on peut y aller, mais j'allais dire beaucoup de choses ont été dites et j'ai vraiment été très intéressé par les différentes interventions et je crois que je vais pas rajouter des choses sur le désert médical car aujourd'hui c'est sûr que ce qu'il faut voir c'est qu'on est dans une situation, alors certains, j'ai lu un récent rapport du sénateur Rojoan, certains parlent un peu de décennie noire, donc justement c'est comment on fait dans cette décennie aujourd'hui où il faut rendre finalement, je pense que tout ce que dit tout le monde aujourd'hui, c'est qu'il faut rendre du temps médical sur les territoires, pouvoir garantir une équité territoriale sur l'accès aux soins de proximité sur les territoires. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, Alain, 27 millions, si rien n'est fait, 27 millions de personnes seront en situation de désert médical en 2027. Ce qui est intéressant, voilà, je ne vais pas être trop long sur les déserts médicaux, ce qui est intéressant, et on l'a vu dans les discussions, c'est qu'aujourd'hui la télémédecine est rentrée dans les mœurs finalement. Faut se souvenir quand même que la prise en charge par l'assurance maladie, même s'il y a eu beaucoup d'expérimentations en amont, ça ne date que de 2018. Donc il y a eu une phénoménale accélération de l'action de la prise en charge par les Français justement de ces nouveaux usages. On passe de 50 000 téléconsultations en 2018 à près de 19 millions de téléconsultations en 2020 et en 2021, évidemment du fait du confinement, et en 2021 on est aux alentours de 1 million de téléconsultations par an. La crise sanitaire qui a... Donc voilà, donc ce qui fait qu'on voit que finalement la crise sanitaire a permis cette accélération phénoménale et qu'aujourd'hui les Français sont prêts justement à pouvoir faire des téléconsultations. Il y a un récent sondage, un récent baromètre, excusez-moi, d'Odoxa, qui montre que 25% en fait des Français ont réalisé des téléconsultations, et on voit aussi que pendant la crise, 70% des médecins généralistes ont pu faire des téléconsultations. Donc c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, mais comme le disait le docteur Chemla et comme ça a pu être dit, c'est une solution complémentaire. J'ai bien aimé le mot de Nadège Hornberg qui disait il faut travailler sur les déserts médicaux avec une combinaison de solutions, et donc la télémédecine, mais la téléconsultation, je dirais, ne peut pas et ne doit pas remplacer le médecin traitant. Donc c'est vraiment une solution complémentaire qu'on doit intégrer dans les plans santé de territoire. Je reviendrai peut-être sur les sujets de retour d'expérience qui sont assez intéressants.
si vous souhaitez. Allez-y, revenez. Parce que ce que l'on voit, nous, au quotidien, parce qu'on opère plus de 50 000 téléconsultations par mois, donc j'allais dire, on a de la data, c'est énorme, on voit ce qui se passe sur les territoires. Et pour que les téléconsultations, pour que des projets comme ça marchent, il faut que l'ensemble des acteurs du territoire soient en accord. Je pense que derrière le levier numérique, en fait, il y a des sujets de processus, d'organisation, de référents. Et nous, on ne part pas sur des projets de téléconsultation s'il n'y a pas derrière une organisation qui s'est mise d'accord pour proposer à cela sur le territoire. Typiquement, si je vous prends des cas d'école, une commune de 2500 habitants, le maire souhaite faire de la téléconsultation parce que ses habitants la lui réclament. Nous, on va voir avec lui le pharmacien, s'il y a un pharmacien, le médecin, les différents professionnels paramédicaux pour tous ensemble puissent se mettre d'accord sur l'organisation parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on va mettre cette borne de téléconsultation, dans quelle structure, est-ce que c'est à la salle polyvalente de la mairie, est-ce que ça va être dans la pharmacie et qui va pouvoir être aussi le référent parce que nous on ne met pas de bornes comme ça, j'allais dire comme des photomatons dans des centres commerciaux, donc il faut absolument qu'il y ait des référents qui ne sont pas forcément des professionnels de santé qui puissent accompagner la personne vers la borne de téléconsultation. Donc il faut que tous ces questions de processus d'organisation soient gérées pour faire de la téléconsultation et rendre finalement au final ce qu'on propose, c'est pas des cabines ou des bornes, c'est du temps médical via nos 200 médecins partenaires qui sont dans des centres de santé. Partout en France, on va avoir des centres de santé au niveau de chaque capitale régionale. Alors Bruno, on a la chance justement d'avoir un médecin, le docteur Chemla. On va lui demander son sentiment sur ces télécabines. Auparavant, j'ai une question. Pourrait-on recevoir les slides des différents intervenants, s'il vous plaît? Écoutez, je réponds à votre question. Je vais voir avec les intervenants, à condition que nous ayons bien évidemment vos coordonnées. Docteur Chemla, les télécabines, on a bien compris, c'est pas une fin en soi, les nouvelles technologies, le numérique, etc. C'est un moyen, bien évidemment. On a compris aussi que les nouvelles technologies ne vont pas sauver les déserts médicaux, ça c'est évident. Vous, votre opinion, est-ce qu'il y a d'abord des télécabines chez vous, sur votre territoire? Et quel est votre sentiment sur cette méthodologie de travailler avec la santé de nos concitoyennes et concitoyens? Alors, une réponse rapide, bien sûr, on a des télécabines, puisque je vous ai expliqué que nous étions aussi un territoire, et souvent on l'oublie, les Alpes-Maritimes et la métropole montagnard, donc c'est important d'installer des télécabines là où on a encore des médecins de montagne pour les aider. Je ferai une réponse en 3 points. La première, c'est qu'il n'y a pas de mauvais outils, il y a de mauvaises indications. Donc il faut savoir, bien entendu, poser l'indication de l'outil. La deuxième, moi j'ai beaucoup aimé la présentation bien sûr de Patrick Molinos qui a vraiment bien résumé le numérique, mais je vais vous prendre 2 exemples. Autant pour la consultation des limites, et encore une fois je veux dire de la bonne indication, de la mauvaise. Pour la téléconsultation, je crois que c'est super, parce que la téléconsultation aujourd'hui va rentrer dans le monde. Regardez, est-ce qu'il y a de ça 5 ans, on aurait pu faire une visioconférence telle qu'on l'a fait aujourd'hui, et qui passe très bien, qui est agréable, et où tout le monde a l'habitude de cliquer, fermer son micro, l'ouvrir, fermer sa caméra, ce que personnellement il y a 8 ans je n'aurais pas pu faire. Donc là il y a une évolution qui est bénéfique et on peut se rencontrer, et c'est bon pour le climat, mais je veux pas y revenir sur nos gaz à effet de serre. La téléconsultation de spécialité, je crois qu'elle est superbe. La téléconsultation qui permet même de lire un cliché, de regarder même un fond d'œil, parce qu'aujourd'hui on peut le faire, de regarder un électrocardiogramme, parce qu'on peut le faire, de faire une prise de tension, de regarder une lésion dermatologique pour voir si le patient doit venir en urgence ou pas au CHU pour se faire prélever, si c'est une tumeur bénigne ou maligne, voire même une allergie. Tout ça, la téléconsultation vraiment libère du temps circulatoire, de l'amener au CHU. Le deuxième, qui est un peu moins embêtant, parce que en plus c'est une spécialité que je connaissais, c'est sur l'accident vasculaire. Alors l'accident vasculaire, le problème c'est son évolution, et ça peut être faussement rassurant. Donc là aussi, je répète, la question de l'indication. Si c'est un véritable accident vasculaire, je crois qu'il y a des centres hospitaliers, c'est pas pour tirer, puisque au contraire, vous avez compris que je suis pour un développement du médecin de campagne, mais il y a des centres de référence, et l'évolution aujourd'hui, les techniques de désembolisation avec des produits particuliers, de pénétration intravasculaire, que ça soit pour un infarctus du myocarde ou que ça soit pour un accident vasculaire, même bénin, l'évolution fait qu'on doit l'amener au CHU. Donc voilà. 2 exemples contradictoires, ça peut être faussement rassurant d'un petit accident vasculaire qui peut paraître et qui peut sembler disparaître alors que dans les 48 heures, il va se compliquer. Donc je crois qu'il faut, là encore une fois, bien former, ça fait partie, on a des pans entiers de la formation des médecins qui n'existent pas.
le numérique, la téléconsultation, l'environnement, j'insiste, la santé unique, il faut qu'on le développe, la santé unique, et aussi, je répète, la façon de... moi, j'aime bien sourire et dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand vous alliez chez et j'aime bien toujours parler par schéma, lorsque vous alliez chez un malade, il vous prêtait une serviette, il vous prêtait sa serviette que vous posiez sur son poumon pour vous faire sourire, et vous lui demandiez de dire 33. Quelle liaison, quel symbole il y avait entre tout ça. Je fais exprès d'être un petit peu borderline, mais c'est pour vous montrer notre évolution. Vous l'avez pas connu, moi je l'ai connu. C'est le malade qui vous prêtait sa serviette et vous le posiez sur son thorax. Donc quelle évolution de ne plus toucher un malade lorsqu'il arrive, lorsqu'il est polytrauma. Je vous dis simplement mettre son stéto pour voir s'il n'a pas un pneumothorax, et puis tout le reste il s'en va au scanner. Donc vous voyez l'importance aussi de la bonne indication. Téléconsultation, c'est parfait. Numérique, petit accident vasculaire très rassurant, on dit reste dans le village. Ben non. Donc tout ça, ça dépend bien entendu de la formation, d'où l'intérêt, bien entendu, très important le numérique. Bons outils, bonne indication, ça marche bien. Bons outils, mauvaise indication, on va à la catastrophe. Nous arrivons presque au terme de notre visioconférence. On va conclure rapidement avec vous tous et avec vous, madame, si vous le permettez. Christelle, quelques mots de conclusion ou quelques réflexions liées à ce qui a été dit cet après-midi? En conclusion, je dirais que la santé, c'est un facteur d'attractivité territoriale. Donc, je trouve que c'est sain et rassurant que les collectivités s'y impliquent de plus en plus. Je souscris totalement au sujet du parcours. On a beaucoup parlé du numérique, des patients, etc. Tout à l'heure, dans l'introduction, il était évoqué l'isolement des praticiens. Je pense que le numérique, c'est aussi un facteur un outil de rupture de cet isolement, notamment avec la capacité de partager ses pratiques professionnelles, de faire recours à un spécialiste, etc. Voilà, je pense qu'on avancera tous ensemble avec, dès lors qu'il y a une volonté et une stratégie, et que les directions régionales seront là. Mais je trouve très motivant l'énergie qui se dégage des différentes interventions qui ont eu lieu cet après-midi. Merci Christelle, vous avez bien raison de mettre l'accent sur l'énergie, extrêmement important. Quand on veut bâtir et avancer les choses, il faut de l'énergie, et là, l'énergie, le docteur Chemla n'en manque pas. Docteur, quelques mots de conclusion? D'abord, vous remercier, parce que c'est un sujet qui est intéressant, donc vous voyez, qui nous permet aussi d'échanger, qui m'apporte aussi de l'énergie, de voir un petit peu que certains de nos collègues, justement, travaillent aussi. C'est un combat qu'on va gagner tous ensemble. Moi, j'ai une discipline, vous savez, je fais la santé et l'environnement, donc c'est une discipline transversale. On ne peut pas le gagner seul. On ne peut pas le gagner. Christian Estrosi l'a bien compris, le président de la métropole. Il faut que tous ensemble, avec bien entendu la Banque des territoires, c'est aussi important, mais aussi l'ensemble des maires et l'ensemble de nos praticiens. Il faut respecter tout le monde, ne choquer personne, écouter tout le monde pour trouver la médiane. Et c'est dans la médiane que nous pourrons, je pense, réussir ce projet. Et puis, je veux dire, vous avez vu, je l'ai simplement cité, ça n'a pas été repris. Reconstruisons nos villages et nos villes. J'ai parlé aussi du boucher qui avait disparu, mais j'aurais pu parler de l'école, j'aurais pu parler, et le Covid nous l'a expliqué, et la crise ukrainienne nous le continuera à expliquer. Arrêtons, pourquoi pas, nous avons eu le droit, je dis toujours, de nous tromper sur la mondialisation. Revenons sur notre coq, notre cochon français, et Dieu sait si je ne suis pas chauvin, et je suis européen, mais je crois à un moment donné, c'est peut-être la vraie question de la désertification. Et les jeunes ont besoin aussi de ça. Ils recherchent une qualité de vie autrement que dans la grosse ville, on le voit dans la métropole, et on essaye de donner. Alors, c'est l'ambiguïté. Donner une qualité de vie campagnarde, mais aussi avec, si vous voulez, la possibilité, donc vous voyez là aussi on va encore plus loin sur un autre sujet, des transports, aller au théâtre, au cinéma, avoir une vie culturelle, c'est-à-dire forcément un peu loin de la campagne. C'est toute cette ambiguïté qui fait aussi le plaisir et la philosophie de notre présentation d'aujourd'hui. Docteur, merci. À mes côtés, donc Bruno. Bruno, quelques mots de conclusion?
Tout à fait. Écoutez, moi, il y aurait deux points importants. Je pense qu'on a parlé de fracture médicale, et c'est vrai que des fois, il y a la fracture médicale qui s'allie avec la fracture sociale. Et nous, chez Medadom, l'objectif, c'est de pouvoir justement apporter du temps médical à l'ensemble des publics, et notamment les plus fragiles. C'est pour ça qu'on travaille en EHPAD, on travaille également dans des établissements pour enfants autistes, on travaille aussi en clinique psychiatrique, donc on a des bornes de téléconsultation qui permettent justement d'aider ces publics à aller vers la téléconsultation. Et c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la borne de téléconsultation avec les dispositifs médicaux permettent justement que l'ensemble des publics puissent réaliser des téléconsultations qui sont quelquefois assistées. Je parlais des publics fragiles aussi en zone urbaine. Et d'ailleurs, c'est financé par la Banque des Territoires. On a été choisi pour faire une expérimentation dans les maisons France Service avec des bornes de téléconsultation. Et on voit qu'il y a besoin justement que des antennes de médiation sociale puissent, avec ces bornes de téléconsultation, faire de la téléconsultation sur ces territoires qui sont aussi en fracture sociale. Et mon deuxième point, c'est que je pense que tout ça, c'est évidemment pour pallier, donc de plus faire d'études sur les déserts médicaux, mais de vraiment trouver une solution qui est une combinaison, donc des solutions hybrides, et pour qu'il n'y ait pas de renoncement aux soins, parce que je parlais du rapport du sénateur Rojoin tout à l'heure, qui a aussi montré qu'il y avait quand même plus d'1,5 million de personnes qui renonçaient aux soins aujourd'hui dans notre pays. Et je pense que c'est ça qui doit tous nous guider, c'est comment on arrive à ce qu'il n'y ait plus de renoncement aux soins en France. Merci. Alors, merci Bruno. Patrick, quelques mots s'il vous plaît de conclusion. Vu que j'étais là surtout du fait de ma délégation numérique, usage eh bien, c'est de redire l'évidence de tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut qu'on utilise des nouvelles technologies pour améliorer la prise en charge, mais que rien ne remplacera complètement l'expertise humaine, et que nous ne réglerons pas la question des déserts médicaux avec des matériels. Nous ne réglerons pas la question des déserts médicaux avec des matériels, nous la réglerons avec des femmes et des hommes en qui d'autres femmes et d'autres hommes ont confiance, même si les matériels et la technologie permettent de sécuriser, d'améliorer les diagnostics, les prises en charge, de dialoguer à distance, d'amener des expertises complémentaires, tout ça est indispensable, mais prenons garde, et c'est vraiment le vice-président du numérique qui dit ça, prenons garde à ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Le sujet, c'est pas de mettre des boîtes de diagnostic, espèces de portiques au travers desquels on passerait et qui remplaceraient les champs. Vous savez, c'est un peu le télétravail. Le télétravail, c'est très bien. On a gagné 10 ans ou 15 ans du fait de la pandémie. Et en même temps, on est en train de s'apercevoir que si on fait tout en télétravail, tout l'interstitiel, tous les échanges informels qu'on a au bureau disparaissent, et plein de problématiques que l'on règle dans ces moments-là disparaissent. Mais même dans le domaine médical, j'ai la faiblesse de penser, et c'est ce que les maisons de santé ont permis de faire, et c'est ce que les liens avec l'hôpital permettent de faire, que dans l'échange interpersonnel entre les professionnels, on contribue à l'amélioration de la prise en charge. On ne peut pas laisser à des algorithmes le soin de régler notre santé, même si on a besoin de ces algorithmes pour être sans doute plus performants. Donc le sujet de la répartition des professionnels généralistes et spécialistes sur le territoire, sans doute avec des mesures contraignantes qui sont sur le principe, quand on les amène, elles font pas plaisir, mais on a commencé par circuler sur nos routes sans limitation de vitesse et avec le droit de boire mais voilà. Et puis on s'est aperçu que la vitesse et l'alcool provoquaient des morts, et on a mis des règles en place. Et finalement, on s'y est tous fait. Les pharmaciens ne s'installent pas librement, les notaires ne s'installent pas librement. Il faut qu'on apporte un service public de santé partout sur le territoire, et il va falloir que ce sujet soit pris de front par nos responsables. Je crois que c'est indispensable, et la technologie viendra accompagner et démultiplier les effets positifs de ce retour des hommes et des femmes au service des hommes et des femmes. Merci madame, merci messieurs, merci à celles et ceux qui nous ont suivis, on l'a bien compris, pour reprendre le docteur Chemla et Patrick Molinos, et vous tous d'ailleurs. Revenons aux fondamentaux, notamment sur le côté humain. Le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un moyen
un moyen et une complémentarité pour sortir de ces déserts médicaux qui sont de plus en plus pressants. Je remercie Quentin Melemiastre et Nathalie Hérouin qui m'ont aidé à préparer cette visioconférence et bien évidemment, nos amis des émotionneurs, ils sont là, tout près. Sans eux, on ne pourrait pas, je crois, vous proposer cette qualité, en tout cas technique, de nos visioconférences. En tout cas, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas de suivre notre actualité sur www.ecoterre.org. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.